Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Merci François Germain pour ce Flash Actu. Berkov dans tous ses états. Midi 13h30, Alexis Poulain. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. Nous attendons vos appels parce que nous allons parler d'un sujet terrible. Il s'agit du charnier de l'université Paris-Descartes avec notre invitée Laurence Dézélé qui a écrit un livre « Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait » à la recherche du corps de sa mère qui avait légué son corps à la science. Et on découvre tout simplement qu'il y a là un business des corps tragique dans des conditions absolument hideuses, en plein cœur de Paris. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour, dans ce face-à-face, ou plutôt côte à côte parce qu'on ne peut être qu'avec vous, Laurence Dézélé, notre invitée, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un livre, témoignage, choc, pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait, pour parler du respect du corps humain et de ce qui est arrivé à votre mère qui avait légué son corps à la science. Et malheureusement, il y avait à l'époque une unité qui s'occupait de la préparation des corps pour les dissections, les carabins, etc. Oui. À l'université Paris-Descartes dans des conditions calamiteuses, avec même un trafic de corps humains, de bouts de corps humains. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce scandale? En quelques mots, il en faut au moins 200 pages, hein, comme dans mon livre. Mais oui, rapidement, moi j'ai découvert cette affaire par la presse en 2019, en novembre, par une journaliste qui s'appelle Adjoint et qui a révélé tout ce qui se passait depuis au moins 30 ans au centre du don des corps de la fac de médecine, au 5e étage de la rue des Saints-Pères. Donc un endroit très prestigieux, une fac de médecine magnifique, hein, soi-disant le temple européen de l'anatomie. Et eh bien, elle avait photo à l'appui, preuve à l'appui. Elle nous a révélé tout ce qui se passait, c'est-à-dire des corps qui n'étaient pas conservés dans des conditions dignes, avec des frigos qui ne réfrigéraient plus, des corps qui étaient rongés par des rats, des souris qui venaient se servir, des préparateurs de corps qui devenaient fous pour certains, alcooliques pour d'autres, qui découpaient les corps à même le couloir, qui démembraient. Certains faisaient du trafic le samedi matin quand la fac était fermée, revendaient sous le manteau des morceaux de corps. Il y a des médecins qui m'ont parlé de corps qui partaient dans des coffres de voitures clandestinement, sans qu'on sache où ça partait. Voilà, tout ça pendant des années. C'est une vision de l'enfer, hein, quand on voit les photos et qu'on lit le livre. On parle d'un 5e étage qui ressemble à une porte de l'enfer, avec une odeur pestilentielle, ces frigos qui ne fonctionnent pas, des préparateurs qui jouent au foot avec les têtes, hein, des morts, des trafics de membres de corps humains et un non-respect total du corps avec, comme vous le dites, des préparateurs qui étaient au bord de la folie puisque les conditions de travail étaient affreuses. Certains étaient alcooliques. Ils sentaient la mort toute la journée, avec une certaine omerta finalement sur ce qu'il s'y passait, puisqu'il y a eu des lanceurs d'alerte pendant ces 30 années qui ont sonné la porte des responsables de l'université Paris-Descartes au cœur de Paris pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et à chaque fois, les dossiers ont été enterrés, il ne s'est rien passé. Bien sûr, ça a arrangé certainement beaucoup de gens. Donc effectivement, il y a eu des sociétés d'audit qui sont venues, il y a eu des médecins qui sont passés, qui ont dit « Attendez, c'est pas possible cette histoire ». Bon, il y a eu des démissions du coup au comité d'éthique, Monsieur Douard qui est parti. Voilà, plusieurs personnes ont dit bon, « Nous, on cautionne pas ce qui se passe, comme vous faites rien, on s'en va ». Bon, mais tout ça... Et alors Et alors rien. Il s'est rien passé. Personne n'a rien fait. Tout le monde était au courant parce que de toute façon... Quand à l'époque j'entendais Axel Kahn qui disait qu'il savait rien. Axel Kahn qui était en charge de l'université Paris-Descartes et qui a fait la sourde oreille et dit qu'il lui n'était pas du tout au courant et tombait de sa chaise. Hein, et que c'était tellement grand dans l'université qu'il ne pouvait pas visiter tous les services. D'accord. Alors pourquoi pas? Mais enfin l'odeur était tellement terrible que même les étudiants qui étaient dans les étages en dessous sentaient l'odeur. Donc à moins d'avoir le nez complètement bouché, je vois pas comment ils pouvaient pas être au courant. C'est pas possible. C'est assez terrible. Et il y avait également, je crois, un des anciens médecins de François Mitterrand. Le professeur Valencien. Voilà, le professeur Valencien qui lui aussi, responsable mais pas coupable d'une certaine façon, n'était vraiment pas au courant, alors qu'il y a des preuves qui attestent tout à fait le contraire. Bah oui, puis alors Guy Valencien, il a un problème supplémentaire, c'est qu'en plus d'avoir été le directeur du centre du don des corps, il avait ouvert sa structure privée dans la fac, son école de chirurgie.
Donc c'est quand même assez curieux, au même étage en plus. Et donc il avait juste à se servir dans les frigos des corps en payant le tarif réglementaire. Et après il les refacturait dans son école aux gens qui venaient disséquer chez lui. C'est incroyable. Et sur le trafic organisé, couvert là encore par Paris Descartes, là c'était des collectionneurs ou des gens qui achetaient des on sait pas trop. bouts de corps. On ne sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y avait ces allers-retours le samedi matin où on transvasait des corps dans des coffres de voitures. Enfin, c'est incroyable. C'est hallucinant. Que ça ait duré si longtemps sans que personne ne dise rien, c'est dingue. C'est incroyable cette histoire. On ne voit pas comment c'est possible. Mais ça s'est fait. Et effectivement, alors on m'a parlé de rites sataniques. J'ai aucune preuve, j'en sais rien. Bon, là, je vois pas mal de choses qui sortent en ce moment sur ce sujet-là. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. On m'a parlé surtout de dissection sauvage, entre guillemets. C'est-à-dire pour s'amuser Non, de professionnels qui ne pouvaient pas avoir de corps autrement que par le trafic. Voilà. Bon, peut-être. Je ne sais pas. Ça, c'est à la justice de faire la lumière sur toute cette affaire et j'espère que ça va être fait. Et que ça va avancer. Parce justement, que pour l'instant... la justice, elle en est où? Parce que vous avez été vice-présidente de l'association des victimes de Paris Descartes. C'est plus de 200 familles qui se sont mis ensemble pour justement alerter les pouvoirs publics et au-delà de l'enquête journalistique, faire qu'il y ait une enquête judiciaire. Où en est la justice aujourd'hui? Alors, en vérité, là, il y a longtemps que je n'ai pas eu accès au dossier d'instruction. Je l'ai demandé à mon avocat, qui normalement devrait me le fournir, pour que je vois un petit peu si ça a évolué. Mais j'ai eu accès en décembre dernier. Bon, il y avait eu quelques auditions, mais finalement, très peu de mise en examen. Il y en a un quand même que j'ai dans mon viseur depuis quelques temps, parce que je ne comprends pas que ce monsieur ne soit pas inquiété. Vous en parliez tout à l'heure, c'est Guy Valencien. Que fait-il aujourd'hui ? Eh ben vu l'âge qu'il a, je pense qu'il est en retraite. Mais il n'y a pas si longtemps, il opérait encore à Montsouris, me semble-t-il, puisqu'il est urologue. Un monsieur brillant d'ailleurs, par ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. Mais il a quand même quelques grosses casseroles. Parce que lui avait vraiment été au cœur de ce centre et a complètement fermé les yeux sur les pratiques des préparateurs, c'est ça? Oui, un préparateur m'a dit qu'il a été le voir plusieurs fois pour lui signaler que des corps disparaissaient de la chambre froide et puis réapparaissaient soudainement, sans qu'on sache où ils avaient été. Et que c'était pas normal, qu'il fallait faire quelque chose, et monsieur Valencien apparemment n'a rien fait. Et vous l'avez rencontré, monsieur Valencien? Non. Mais vous avez rencontré des préparateurs, ceux qui travaillaient dans ces conditions terribles. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Enfin, quel était leur témoignage quand vous avez été face à face à ces gens qui faisaient finalement de l'horreur leur quotidien? Alors, il n'y en a pas eu des tonnes, déjà. Et je pense surtout à l'un d'eux qui m'a donné des témoignages vraiment très précieux. Et qui était bouleversé par tout ça, donc qui a d'ailleurs fini en burn-out, lui, et qui est parti de Descartes, et qui avant avait travaillé dans d'autres structures où c'était correct. Et il m'a dit, j'ai compris tout de suite dans quoi je mettais les pieds. J'ai essayé d'alerter, de remettre de l'éthique où il n'y en avait pas. Je me suis plusieurs fois interposée quand il y en avait qui voulaient faire des bêtises avec des corps. Et au bout d'un moment, c'était trop, il a lâché. Oui, parce qu'on parle de scènes de foot avec des têtes, de préparateurs qui poignardent des cadavres juste pour se défouler, de colliers d'oreilles, mais c'est fou, ces gens-là étaient fous. C'est incroyable. On peut se demander s'ils sont très sains d'esprit. C'est pour ça que ça serait bien que les préparateurs de corps aient un diplôme, ou un équivalent de diplôme, quelque chose qui leur donne un petit peu de valeur, qui revalorise leur travail, et puis qu'ils aient un vrai apprentissage, parce que là, ils se cooptent les uns les autres, ils se forment entre eux. D'où l'aspect mafia et le trafic, ensuite pour arrondir les fins de mois, c'est ça? C'est ça. Oui, parce que c'était eux qui profitaient directement de ce trafic, les préparateurs? Oui, certains, oui, il y en a un notamment, alors lui, c'est sûr qu'il s'est fait plein d'argent en trafiquant, oui. Et c'était le responsable des préparateurs? Enfin, on sait qui est cette personne? Il n'était pas responsable, oui, on sait qui il est, oui, tout à fait. C'était pas le responsable, c'était un préparateur qui a fait une longue carrière à Descartes et qui s'en est mis plein les poches, ça c'est sûr. Et quel est le profil de ces préparateurs? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de diplôme. Eux, arrivés là, quand on fait 30 ans de ce quotidien de l'horreur, on ne le voit plus finalement, ça devient un jeu. Il y a dans votre livre, vous parlez de l'odeur qui ne les quittait pas, c'est-à-dire qu'ils sentaient la charogne vraiment comme des bourreaux, quasiment. Comme les carabins qui vont disséquer, qui vous disent j'ai pris 3 bains, 4 douches et je sens toujours cette odeur sur moi. Ça s'imprègne. Et donc, quel était l'état d'esprit de ces préparateurs? Et quel était leur profil? Eh bien, certains qui sont sains de corps et d'esprit font pas long feu dans ces milieux et partent. Et puis, il y en a d'autres qui sont pas tout à fait bien, je pense, mais qu'on n'a pas décelé à temps
pour qu'il y ait des dérives, et puis voilà, il rentre dans le système et il continue. Ouais, un système qui était donc couvert par la direction. Axel Kahn est décédé depuis. Lui était vraiment le grand ponte de Descartes, et il a dit n'avoir jamais rien vu. L'un des grands pontes, il y en a eu plusieurs. L'un des grands pontes, bien sûr, mais comment expliquer cette démission ou bien ce déni volontaire de la part des responsables ? Un médecin qui le connaissait bien m'a dit Axel était parfaitement au courant. Et il m'a dit, moi je ne veux pas mettre les mains dans le cambouis. D'accord. Donc pas salir son image, pas toucher un sujet tabou, et pas révéler au grand public peut-être ce qui se passait là-bas. Peut-être. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur a écrit un livre sur l'éthique peu après. Ouais. Donc ça m'a beaucoup choqué. Ouais, c'est assez choquant, mais justement sur ce sujet qui est le legs d'un corps à la science et ensuite la dissection, les études de médecine. Combien il y a de centres comme ça en France ? Est-ce que Descartes était le seul à être cette horreur-là, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres dérives qu'on va découvrir plus tard ? Alors, comme je l'ai écrit parce qu'on me l'a dit, il y a eu d'autres Descartes en France, mais c'est pas sorti. Alors je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Il semblerait qu'il y ait eu d'autres cas. Après, j'ai rencontré des directeurs de centres du don, un en particulier qui m'a dit ça arrive toujours qu'il y ait un gars qui fasse des conneries, excusez-moi du terme, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit on le garde pas, quand on s'en aperçoit, on le dégage. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être déviants, oui, bien sûr. Ouais. Mais il faut juste s'en rendre compte et effectivement les mettre dehors. On a un auditeur qui est avec nous au standard, Emmanuel de Pessac. Bonjour. Bonjour Alexis, ou Bajned. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Laurence Dezélé qui est avec nous aujourd'hui sur ce sujet ? Bien sûr. Alors je vais juste vous faire une petite aparté par rapport au fait que je vous suis. Alors pour savoir, Bajned, vous savez ce que c'est, évidemment, c'est vous qui l'avez donné. Il faut savoir que l'archer, son surnom, c'est Triple Sauce. Hein. Voilà, donc ça c'était juste pour votre prochaine revue de presse. Bref, c'était pas le sujet, parce qu'il est beaucoup plus grave là pour le coup. Ouais. Moi je trouve qu'il y a vraiment une déshumanisation complète de la société par rapport au respect du corps, par rapport au respect du défunt, par rapport, on veut même nous faire transformer en compost. Je veux dire, on est vraiment dans le soleil vert quasiment, pour ceux qui connaissent le film. Même pour les transitions de genre, c'est de la mutilation, hein. C'est clair, c'est carrément Boucherie Bernard. Et on fait ça remboursé, c'est normal. Pendant le Covid, pareil, pas de possibilité de se recueillir. Il y a vraiment, les enfants, c'est la même chose, ça devient des objets. En fait, on devient des objets, des pièces détachées. Alors évidemment, là, c'est encore plus horrible quand on a des gens qui ont donné leur corps pour essayer de faire avancer la science et qu'on se rend compte que ça devient vraiment un enfer. Et il n'y a plus de sacralisation de rien, en fait. C'est ça qui me tue, c'est ça qui me rend fou. Ni dans l'esprit. Je parle même pas de spirituel, moi c'est mon cas, mais je veux dire même dans le simple principe de respecter le corps d'un défunt. Et moi je trouve ça aberrant, et surtout ce que je trouve encore plus aberrant, c'est qu'il n'y ait aucune sanction, et je comprends que madame soit révoltée, ça aurait été mes parents, j'aurais été fou aussi. Voilà, c'était juste pour intervenir, pour dire que on devient des objets, comme disait Attali, tout est marchandise, la France est un hôtel, et voilà, c'est en gros, il n'y a plus rien qui compte, à part... peut-être le pouvoir d'achat. Dans le pouvoir d'achat, il y a déjà pouvoir, et moi, le fait d'avoir un pouvoir, c'est pas d'acheter, c'est d'être. Merci beaucoup, voilà, Emmanuel, pour ces propos. Oui, c'est ça. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. Ce que disait Emmanuel sur le non-respect du corps du vivant, mais aussi du mort, c'est effectivement un fait tragique, une dérive sociale majeure. Oui, mais c'est vrai que tout est marchandisation. On est comme disait ce monsieur, on devient des pièces détachées, tout se vend, tout s'achète, et il n'y a que le fric qui fait fonctionner la société. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect de rien. Alors ça fait vieux dinosaure de dire ça, je le sais, c'est pas grave, ça fait rien. J'assume. Non, il faut assumer parce que... J'assume tout à fait. Sur justement l'argent qui a été généré par ce trafic de corps, est-ce qu'il y a des sommes qui ont été avancées ? Est-ce qu'on sait ce qui a été vendu, le prix ? Enfin, parce que c'est terrible, mais est-ce que là, l'enquête avance aussi pour faire savoir ce qu'il en est ? J'espère que l'enquête avance. Il y avait des chiffres qui étaient donnés par la faculté, parce qu'il y avait quand même effectivement des tarifs pour venir disséquer à Descartes, comme dans, je pense, toutes les facs de médecine. Donc il y a une somme. Donc on louait la salle de dissection avec un corps et on pour avoir ses étudiants, voilà, d'accord. Oui, c'est ça. Bon, après il y a le marché noir, ça c'est autre chose. Et là les prix peuvent s'envoler, effectivement, puisqu'il y a des pièces plus ou moins rares, je suppose. Donc les prix sont en fonction, ce qui est rare et cher.
Donc voilà. Et alors après, vous pouvez faire un calcul rapide, c'est qu'il y avait à peu près 600 corps par an qui étaient donnés à Descartes. 600 corps par an. Voilà. Et le trafic, les dérives ont duré au moins 30 ans. Au moins, peut-être plus. Et le prix d'un corps, justement, vous l'avez Alors, je suis dyscalculique, donc j'ai un gros problème avec les chiffres. C'est dans mon livre, parce que tout y est. J'avoue que j'ai pas les chiffres en tête. Il y avait des 900 €, il y avait des sommes... Ça dépend, puisqu'il y avait des trafics de squelettes aussi. Oui, toutes les pièces n'avaient pas la même valeur. Et oui, effectivement, il y avait une tête, ce prix-là, un crâne... un fémur, un squelette entier, ça c'est pas les mêmes tarifs. Vous expliquez dans ce livre que quand vous réalisez que votre mère, qui a fait don de son corps à la science, est passée par Paris Descartes, c'est un choc, vous cherchez à savoir, et cette quête vous a rendu malade physiquement. Oui. Vous avez développé une condition cardiaque du fait du stress, et pourtant vous avez continué à vouloir savoir la vérité. Qu'est-ce qui vous a à ce moment-là porté comment vous avez fait pour aller au bout de l'horreur? Mais je continue, toujours maintenant. Donc j'ai été opérée effectivement d'urgence du cœur 2 fois de suite. Donc on m'a parlé du stress, effectivement. On m'a parlé du syndrome du cœur brisé. Quelque chose qui existe au Japon, qui est connu au Japon, on n'en parle pas beaucoup ici. Mais bon voilà, c'est sur le coup d'un gros choc émotionnel, d'une grosse tristesse. Et ce qui m'a donné la force de continuer, c'est de penser à ma mère et de me dire qu'elle est plus là et qu'il n'y a plus personne pour la défendre, parce que j'ai pas de frères et sœurs. J'ai mon papa, mais qui reste en dehors de tout ça, parce que je pense que c'est beaucoup trop douloureux pour lui. Donc la seule qui peut aller à la guerre, c'est moi. Et j'irai Sa jusqu'au mémoire bout. et celle de tous les... Et de toutes les autres victimes, et certains qui n'ont certainement plus de famille pour les défendre d'ailleurs. Donc moi je les prends sous mon aile, tous là, et j'y vais pour eux. Ce qui ressort aussi du livre, c'est quand même que ça devrait être quelque chose de très encadré, puisque on voit comme c'est difficile, déjà rien qu'une inhumation de corps, tout ça est très cadré. Là, quand vous avez affaire à Paris Descartes, une fois que le corps est passé aux mains de la science, entre guillemets, il est inhumé, enfin il est incinéré, et on est censé vous dire quand cela se produit, et puis il y a un lieu de recueillement qui est possible. À Thiers, sauf que quand vous demandez la date d'incinération, c'est jamais la même date, c'est jamais les mêmes circonstances. Il y a un flou total en fait. Il n'y a aucune réglementation autour de ça. Enfin, du moins en ce qui concerne Descartes. Il devrait y avoir, il devrait y avoir, mais la traçabilité n'était pas respectée. C'est ce que m'ont dit plusieurs préparateurs. Ils m'ont dit déjà, c'était pas des petites médailles qu'on mettait sur les pièces anatomiques en métal, c'était écrit au feutre. Oui, donc ça peut être changé et ça s'efface. Ça s'efface, surtout avec les dissections, les fluides humains, etc. Oui, ça s'efface, bien sûr. Donc, ça fait qu'un corps, de toute façon, ne pouvait jamais être incinéré dans son intégralité. Ça, c'est pas possible. Donc là, le décret qui a été fait à la va-vite en 2022 pour encadrer le don du corps, je l'ai dit dès le départ, il y a plein de choses qu'il va falloir aménager sur ce décret, parce que, ok, il a été fait très vite avant que Madame Vidal s'en aille, parce que je pense qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, mais il n'est pas applicable en l'état. Et rendre un corps entier aux proches, une fois que les travaux de dissection sont terminés, c'est pas possible. Et quel est le ministère qui gérait, qui chapeaute finalement Paris Descartes? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'éducation supérieure? Alors je pense qu'il y a la santé et il y a aussi la recherche. La recherche, oui. Et aujourd'hui, après ce scandale-là, est-ce que les dons de corps à la science ont fortement baissé, justement, par peur de voir cette boucherie arriver? Alors oui, ça a baissé. Ça a beaucoup baissé dès la révélation du scandale. Et là, j'ai eu le responsable du centre du don des corps de Tours qui me disait que ça a commencé à remonter. Ça revient. Donc ça revient parce qu'il y a maintenant une gouvernance qui est mise en place, des garde-fous, on peut faire confiance à la réglementation, à l'administration? Alors je ne sais pas si c'est pour ça, mais je pense qu'il y a quand même toujours cette volonté de certains Français de servir leurs prochains et de servir à quelque chose par-delà la mort et donc de donner. Cette démarche altruiste, elle est toujours là. Mais comme je dis à chaque fois, il n'y a pas, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas des Descartes partout. Il y a des endroits où ça se passe très bien, où les choses sont clean, donc on peut donner, il faut juste savoir où on donne. Mais ça, est-ce qu'on peut le décider de savoir où on donne? Oui. Tout à fait, parce que le don du corps est une démarche volontaire, et on choisit le centre du don où on veut donner son corps. Bon, c'est vrai que quand on est à Paris, maintenant il n'y a plus qu'un seul centre. Il y a le centre de la rue du Fer à Moulins, qui dépend de la PHP,
et qui, de tout ce qu'on m'a dit, était très bien tenu. D'accord. Et vous êtes vous continuez les recherches sur ces différents centres Je suis en lien avec eux parce que mon papa veut toujours donner son corps. D'accord. Il est en Seine-Saint-Denis, donc il va forcément donner là-bas. D'accord. Et sur justement les incinérations, il était question aussi de normalement le corps, une fois qu'il a été utilisé, doit être incinéré de manière seule. Or là, il était question d'incinérer des bouts de corps, des corps, enfin tout et n'importe quoi. Là encore, zéro réglementation. Et ça se faisait dans quel cadre? C'était pas au 5e étage, là, j'imagine. Donc il y a d'autres services qui sont impliqués dans cette affaire. Bah oui, normalement les corps, une fois qu'ils ont servi, doivent partir dans des cercueils ou dans des caisses. Au crématorium du Père-Lachaise, et là ils sont incinérés normalement individuellement. On s'aperçoit que c'est pas vrai, c'était pas fait comme ça. Bah déjà pour une histoire de traçabilité, le corps n'était pas dans son intégralité et ils mettaient plusieurs corps ensemble, ce qui est enfin pour nous les familles c'est terrible. Oui, surtout que c'est inadmissible. Le mensonge et le flou qui étaient entretenus autour de ça est juste insupportable. Vous avez rencontré d'autres parents de victimes au cours de cette recherche. Aujourd'hui, où en sont les poursuites judiciaires? Où en sont les familles dans leur deuil et dans leur combat? Est-ce qu'il y a... parce que ce livre permet de relancer l'affaire de Paris Descartes qui avait été traitée massivement par la presse à l'époque, mais très vite on passe à autre chose. Est-ce que au-delà du livre, il y aura d'autres étapes, d'autres témoignages comme le vôtre pour continuer d'alerter et de mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités? J'espère bien. Moi j'invite tous ceux qui ont envie de faire ce que j'ai fait à faire la même chose. On est tous libres de le faire. Et puis le combat continue. Pour la plupart des familles, on est toujours unis. Ceux que je connais, en tout cas, on s'envoie des SMS assez souvent. On se tient au courant de ce qui passe dans la presse. On essaye de s'informer. On lâche pas. Il y en a qui ont lâché parce que leurs défunts ne rentrent pas dans les dates de l'enquête. C'est dommage, puisqu'on a des diapos qui datent de 88 et qui montrent que ça existait déjà. Donc moi j'espère que la juge d'instruction va élargir la période d'enquête. Merci beaucoup Laurence Dézélé pour ce témoignage. Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait aux éditions Plomb. On se quitte pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous.